je tenais aussi, dans votre même lancée, à briefer en deux, trois mots sur l'esprit de l'Observatoire. L'Observatoire euro-africain de l'intelligence artificielle est un think tank qui vise sensibiliser autour des enjeux de l'intelligence artificielle et œuvrer pour une culture de solidarité et de partage de l'intelligence artificielle entre l'Afrique et l'Europe. Et comme l'intitulé de l'organisation pourrait le laisser penser, nous nous concentrons précisément sur l'intelligence artificielle. Certes, mais néanmoins, nous avons aussi une préoccupation assez exacerbée sur l'innovation dans son sens global, précisément l'innovation technologique. Et c'est dans cette veine d'idées que ce soir, nous avons jugé intéressant de mener des réflexions autour de l'innovation technologique en période de crise. Donc là, nous entrons dans le vif du sujet et il nous est donné de constater depuis pratiquement 10 mois, le monde est bouleversé par une crise en rapport au coronavirus. Et dans les discours qui ont émergé au cœur de cette crise, précisément les discours politiques qui ont été prononcés entre février et avril, il y a deux expressions qui ont particulièrement attiré notre attention. Le monde d'avant et le monde d'après. Et d'après ces discours, le monde d'après, c'est-à-dire d'après le coronavirus, ne devrait plus être pareil que le monde d'avant, aussi bien dans ses dimensions sociales, politiques, qu'économiques ou technico-économiques. Et le fait intéressant avec ces deux expressions est qu'elles se conjuguent avec l'esprit, ou du moins la définition de ce qu'est l'innovation. Et l'innovation est avant tout la remise en question de ce qui existe déjà, c'est-à-dire le dépassement des idées, des faits, des réalités qui ont défini une situation d'avant, dépassement en vue de se projeter et d'explorer des idées, des services, des œuvres qui répondront aux exigences d'une situation d'après. Nous sommes donc dans cette ambivalence d'avant et d'après, ambivalence qui remet à table la relation entre l'innovation et la crise. Et si nous nous aventurons à explorer paresseusement l'histoire de notre humanité, on se rend compte que c'est toujours au cœur des grandes crises qu'émergent les grandes innovations. En 1929, lors de la crise financière, cette crise s'est accompagnée d'un bouleversement sur plusieurs niveaux. Le chômage massif, l'écoulement du commerce international, la crise du secteur automobile et du secteur immobilier, etc. Mais c'est précisément au cœur de cette crise qu'ont émergé différentes innovations, notamment l'invention de la radio de masse, du cinéma populaire, l'invention du radar en 1936, les progressions dans l'aviation. De même, en 2003, lors de la crise du syndrome respiratoire sévère et aigu, cette crise s'est avérée comme un catalyseur du commerce en ligne, de l'e-commerce précisément en Chine. Et ce virus qui était mortel imposait les Chinois à rester chez eux. Et face à cette nouvelle considération de distanciation sociale et de confinement, les entreprises chinoises se sont adaptées et ont proposé des services de vente en ligne. Et c'est précisément dans cet univers qu'a émergé, par exemple, le géant Alibaba avec sa plateforme Taobao, une plateforme qui, de nos jours, est capitalisée à plus de 39 milliards d'euros. Et nous constatons donc qu'il y a un certain rapport assez intéressant entre l'innovation et la crise. Et c'est bien ce rapport que nous voulons questionner en cette soirée. Et bien sûr, sous le prisme de la crise du coronavirus. Dans quelle mesure est-ce que le coronavirus a favorisé l'éclosion des innovations technologiques? Quelles sont les innovations technologiques qui ont émergé pendant cette période, ou du moins les innovations technologiques qui se sont affinées, peaufinées et imposées? Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'échanger avec la docteure Leïla Delarive. Elle est docteure en droit, fondatrice de l'entreprise Amplify, qui vise à démocratiser l'accès à la publicité, et fondatrice de l'Empowerment Foundation, une fondation suisse qui œuvre pour une bonne gouvernance du digital. Nous allons sur ce pas lui passer la parole. Et pendant sa présentation, n'hésitez surtout pas à poser les questions dans le chat qui est réservé. Merci, madame, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour cette invitation. C'est un plaisir de vous retrouver en ligne. Moi, depuis la Suisse et vous, partout où vous vous trouvez, en France ou ailleurs. C'est vrai qu'il me semble important d'aborder la question de l'innovation technologique aujourd'hui, ce soir, parce que avant même cette crise de Covid, comme vous l'avez très justement dit, Ezekiel, cette crise de Covid qui va complètement remettre en question les fondements même de notre société et de nos systèmes économiques. Mais avant qu'on en parle, avant cette crise de Covid, nous étions déjà bien avancés dans cette révolution, quatrième révolution industrielle, c'est ainsi qu'on l'appelait, et dans cette transition vers de nouveaux modèles qui émergeaient. On prédisait avec l'automatisation une perte massive d'emplois dans les années à venir, une réinsertion, en tout cas d'accompagner les employés dans une nouvelle manière de pouvoir offrir leurs services, de pouvoir faire du reskilling. Et aujourd'hui, on voit en condensé en quelques mois que dans le fond, la crise Covid a entraîné une accélération massive de ces phénomènes que les consultants décrivaient. Eh bien, on est en train de le vivre en l'espace de quelques mois aujourd'hui avec une refonte, dans le fond, de notre système économique, de notre système de santé et d'autres systèmes. Donc, qu'en est-il aujourd'hui de cette innovation à l'ère Covid ? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va se bloquer? Est-ce qu'on va voir moins d'investissements? Ou est-ce qu'au contraire, on voit l'émergence ou l'accélération de tendances que l'on voyait déjà avant le début de cette crise? Donc, je vous propose de passer en revue un petit peu ce soir ces différentes innovations qui étaient, je dirais, qui avaient le vent en poupe avant la crise de Covid, et de voir en quoi est-ce que cette crise va accélérer dans le fond leur adoption. Alors, bien évidemment, on parle énormément d'intelligence artificielle, une intelligence artificielle qui devient de plus en plus performante, une intelligence artificielle qui devient de plus en plus présente dans toutes les différentes applications que l'on utilise au quotidien. On parle de robotique, cette robotique qui va petit à petit remplacer l'individu dans l'exercice de ses tâches au quotidien, les employés. On parle d'impression 3D, d'ordinateurs quantiques, toutes ces applications qui suscitent déjà, depuis, si ce n'est des mois, des années, en tout cas des mois, l'intérêt non seulement des entreprises qui recherchent des nouvelles pistes d'innovation, mais aussi l'intérêt des investisseurs. Ce sont des tendances technologiques qui ont le vent en poupe. La crise Covid, aujourd'hui, on peut dire qu'elle a fortement accéléré, en tous les cas, le développement de 3 tendances importantes. Et je vous propose ce soir de faire un focus sur ces 3 tendances qui sont la réalité virtuelle, les objets connectés et l'hyperpersonnalisation du service client. Alors aujourd'hui, nous sommes chacun, on se parle par écran interposé. Alors venons-en au premier thème, c'est cette réalité virtuelle. Il y a quelques années, lorsque l'on parlait avec ceux qui façonnent la tech, notamment dans la Silicon Valley, la réalité virtuelle était prédite comme étant un domaine qui allait fortement se développer à partir de 2020-2021, avec notamment Apple qui doit lancer en termes de réalité augmentée de nouvelles applications. Aujourd'hui, on voit qu'avec le confinement et la distanciation sociale, eh bien, on doit inventer de nouvelles façons d'immerger l'humain au sein d'environnements virtuels afin de reproduire dans le fond une expérience qui est devenue difficilement accessible dans ce monde physique. Alors, il n'y a pas que le domaine des jeux vidéo, parce que quand on parle de réalité virtuelle, le premier réflexe, c'est de se dire « Ah tiens, jeux vidéo avec les casques, etc. » Non. Prenez par exemple le domaine de l'immobilier. Aujourd'hui, grâce à la réalité virtuelle, eh bien, on peut déjà permettre aux acheteurs de se déplacer à leur guise dans une maison, dans un immeuble désiré, avant même que cet immeuble ne soit d'abord construit, mais ensuite, on pourrait même imaginer qu'on peut scruter dans les moindres détails la construction
en cours, ce qui pourrait éventuellement même prévenir des retards de construction, des défauts de construction. Donc, il y a vraiment un usage très concret aujourd'hui dans tout ce qui est le domaine de l'immobilier. Vous voulez visiter un appartement que vous souhaiteriez louer, bien, avec la réalité virtuelle, aujourd'hui, c'est totalement possible. Ensuite, le télétravail, eh bien, on est tous en plein dedans, qu'on le veuille ou non, mais depuis la première crise Covid, de très nombreuses entreprises ont maintenu le télétravail indépendamment du déconfinement. Alors, ça s'est imposé et ça s'est aussi imposé dans tout ce qui est enseignement à distance. Et donc, aujourd'hui, on est arrivé à un tournant où, dans le fond, les universités, elles doivent s'adapter. Parce que si cette crise dure, on ne va pas pouvoir continuer à maintenir, dans le fond, une sorte de programme à distance où des étudiants sont de plus en plus à la traîne pour pouvoir suivre en fait l'enseignement qui est donné. Donc, il va falloir s'adapter. Et je vous partage, vous verrez en commentaire ici, des liens qui vont vous donner, si vous souhaitez aller plus loin sur ce que je vous dis, un certain nombre de références. Donc, il y a un article dans le New York Mag qui nous parle vraiment de cette obligation faite à ces universités de se réinventer. Et le professeur Scott Galloway, c'est un professeur de marketing de la New York University, qui dit que les écoles d'élite comme le MIT, Stanford, etc., toutes ces grandes universités doivent mettre en place des partenariats avec Google, avec Microsoft, avec Apple, afin de créer des nouvelles plateformes d'apprentissage hybride qui vont combiner, dans le fond, les avantages du monde physique et virtuel. Donc, on va voir en fait des universités cyborg qui aboutiront à la mise en place d'un nouveau système éducatif et aussi qui vont, du coup, créer encore plus une concurrence en mettant une pression sur les universités dites de second rang, parce qu'il y a quand même cette sorte de concurrence entre ces différentes universités. Donc, d'un côté, c'est bien parce que ça va permettre une nouvelle manière d'apprendre et de faciliter l'apprentissage, mais juste que ce soit démocratisé et que tout le monde ait accès, c'est là où il va falloir mettre un effort pour ne pas créer en fait un certain retard entre les différentes universités. Prenez à présent le tourisme. Eh bien, je pense que nombre d'entre nous ont abandonné maintenant non seulement les voyages, mais même l'idée de voyager. Et dans le fond, aujourd'hui, la réalité virtuelle permet de voyager, de se balader, visiter un musée, d'aller par exemple au Tate Museum de Londres, au musée Van Gogh d'Amsterdam, on va aller visiter les trésors de l'Égypte ancienne au musée du Louvre. Et donc, tout ça via une application Google qui vous permet, donc je vais aussi vous partager, peut-être vous la connaissez, mais dans le fond, c'est assez intéressant de voir tout ce qu'on peut aller visiter sur ces différents, je vous le mets ici, dans tous ces différents établissements au monde. Et donc, ça nous donne un nombre impressionnant de contenus numériques, culturels et éducatifs qui sont accessibles à tout le monde, avec ou sans casque de réalité virtuelle. Donc, on peut dire que probablement la crise Covid va accélérer également dans le comportement des utilisateurs l'utilisation de ce genre d'applications. Bien évidemment, pour pouvoir assurer que ces avancées technologiques puissent aboutir, on va avoir besoin de plus de bandes passantes. Il y a cette fameuse question de la 5G, des réseaux 5G qui doivent être capables d'absorber un nombre croissant d'utilisateurs. Et puis également l'explosion de ces contenus qui demandent énormément, qui sont très très gourmands en bande passante. Le problème, c'est justement, est-ce que cette 5G va pouvoir suivre, mais les avancées sont prometteuses. Permettez-moi ici de partager avec vous une invention qui a été faite par l'université aux États-Unis, l'université de Carnegie Mellon, qui a créé une technique de rétroaction haptique. Donc en fait, c'est quoi? C'est qu'on permet de simuler la sensation du toucher
auprès des utilisateurs d'expériences virtuelles. Comme ça, ils ont vraiment l'impression d'être dans ce monde encore plus réel. Je partage aussi ici avec vous cette application. Comme ça, vous pourrez après vous-même aller tester, voir enfin tout ça, tout ce qui existe. Voilà. Vous m'excusez parce que je dois naviguer entre différents écrans. Et voilà. Voilà. Donc c'est de non seulement être en immersion, mais en plus de pouvoir le ressentir par le toucher. Et puis, il y a aussi ces nanorobots qui sont la taille de cellules humaines qui vont interagir, on le dit, c'est Ray Kurzweil, le fondateur de la fameuse théorie de la singularité, qui nous le dit, ces nanorobots qui vont interagir avec notre cerveau. Là, vous l'avez vu avec aussi notre fameux Elon Musk qui travaille sur ce projet-là. On va avoir ces nanorobots avec nos cerveaux qui interagissent et qui vont permettre de encore plus stimuler nos perceptions cognitives pour avoir vraiment le sentiment d'une immersion complète. Donc, si ça se passe, on voit qu'on risque dans les années à venir d'avoir vraiment, il n'y aura plus vraiment de différence entre ce monde virtuel et le monde dans lequel on est dans la vraie vie. Et donc, il y a dans les années qui viennent, vraisemblablement, et on est au point où cette innovation est aujourd'hui mûre pour être adoptée par le grand public. Donc, vraisemblablement, sous l'effet de cette crise Covid, il va y avoir une accélération. Je vous partage aussi ces nanorobots ici pour que vous puissiez... enfin, c'est un article qui en parle, un article intéressant. Voilà, comme ça, vous pouvez tranquillement aller pouvoir voir tout ça par la suite. Venons-en maintenant au prochain point, ce sont les objets connectés. Alors, on sait que c'est un élément, enfin, ce sont des objets qui sont déjà en constante adoption par le public. Et puis, on l'a vu aussi qu'en fait, ces objets connectés peuvent être même utiles dans la lutte contre ce fameux virus Covid-19. Alors, il y a plein de balances, de thermomètres, des capteurs d'activité. On parle même aujourd'hui dans cette lutte contre le Covid de pouvoir détecter les signes faibles précurseurs d'une maladie en analysant la toux, en analysant en fait différents signaux que le corps émet, et donc qui permettrait de manière prédictive de dire si quelqu'un a le Covid ou pas. Donc là aussi, je vous partage sur ces objets connectés un article du Nouvel Obs qui en parle et comme ça, vous savez de quoi lire pendant ce couvre-feu. Les applications, elles sont aussi en dehors du domaine médical, il y en a aussi un très grand nombre. Les aéroports qui utilisent de plus en plus de capteurs techniques, la reconnaissance faciale pour assurer une sécurité optimale des passagers, le concept des magasins semi-automatisés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Amazon Go, si vous avez vu. Donc, on peut faire ses courses tout en évitant les caisses et les files d'attente. Avec son téléphone, on scanne en fait son portable à l'entrée. Les caméras du plafond suivent vos déplacements au sein du magasin. Vous avez des capteurs de poids sur les étagères qui analysent les produits lorsqu'on est en train de manipuler pendant ses achats. Une fois que vous sortez, voilà, automatiquement, votre compte est débité et puis les articles vous sont facturés dans votre panier virtuel. Alors, ça a l'air assez prometteur. En même temps, ça fait peur parce qu'on se dit, voilà, il n'y a plus d'interaction. Mais si ce concept fonctionne, demain, ça pourra se passer dans les cinémas, dans les stades, partout en fait, où on va poser notre regard, où on va pouvoir en fait, dans le fond, interagir avec les objets sans nécessairement devoir passer par toute la chaîne habituelle sur laquelle on effectue un acte d'achat. Donc ça, en même temps, le danger, c'est que ça nous donne énormément d'indications sur nos choix, parce que qui dit objet connecté dit
analyse en permanence de nos données. Et donc, ça va donner encore de plus en plus d'éléments pour les pour les professionnels du marketing qui vont de plus en plus savoir, lorsque vous rentrez dans un magasin, exactement comment diriger votre choix par rapport à vos goûts et autres. Donc là, il y a aussi un danger possible. Pour Amazon Go, je vais vous partager ici une vidéo. Je pense que vous avez dû certainement déjà le voir, mais comme ça, vous l'avez, le cas échéant, sur... Voilà. Ensuite, on voit que donc ces objets connectés qui facilitent notre quotidien et dont l'utilisation à grande échelle devient de plus en plus abordable, on voit pourquoi ça va être de plus en plus abordable, parce qu'aujourd'hui, le coût moyen des capteurs a vraiment chuté de plus de moitié au cours de ces 15 dernières années. Donc, à l'époque, c'était 1,20 € en 2004. Aujourd'hui, on a moins de 35 centimes d'euros en 2020 par rapport au coût d'un de ces capteurs. Avec toutes ces données qu'on génère en permanence, ça fait qu'aujourd'hui, cette technologie est réellement mûre pour être adoptée à large échelle. Mais comme je vous l'ai dit, l'effet pervers, c'est vraiment l'espionnage, le piratage, la géolocalisation précise des déplacements. Et je serais intéressée d'échanger avec vous sur ce point-là. Le fait que pendant cette crise de Covid, on se sente aussi traqué pour pouvoir potentiellement déterminer si oui ou non vous êtes porteur asymptomatique ou pas de la maladie Covid, ça fait que peut-être ça va quand même freiner qu'on est plus conscient aussi que nos données, elles sont utilisées pour développer ce genre d'application. Donc, c'est peut-être potentiellement un frein quand même si les capteurs sont moins chers, même si la technologie est aujourd'hui bien mûre, peut-être que la prise de conscience du citoyen face à l'utilisation de ces données pourrait être quand même un petit frein. Alors, qui dit données dit aussi hyper-personnalisation. Et qui dit hyper-personnalisation, donc c'est une autre façon de voir le service client. Donc aujourd'hui, même si vous êtes une petite entreprise de petite taille, on attend tous de plus en plus à ce que le service nous soit dédié avec une offre de service qui est, dans le fond, un peu basée sur nos données. Et là, les nouvelles technologies pourraient aider à aller vers cette hyper-personnalisation. Prenons le cas, par exemple, des services médicaux. Vous êtes aujourd'hui, plutôt que d'aller dans la salle d'attente du cabinet médical, qui est contre le fait de pouvoir bénéficier d'une consultation dans sa maison, une consultation à distance, en ayant une interaction avec son médecin qui aura accès à vos données de santé qui lui seront transmises en temps réel. Donc, dans la vie de tous les jours, on va recourir aussi de plus en plus facilement à son assistant intelligent, parce qu'on s'est habitué aux Siri et aux autres assistants intelligents, afin que peut-être il nous recommande des lectures, parce qu'il va devenir de plus en plus intelligent. Il apprend par toutes les données qu'il amasse et par toutes les règles qu'on lui donne, il apprend de plus en plus à vraiment être pertinent dans les choix et dans l'hyper-personnalisation. Donc, si vous avez quelqu'un qui sait quel livre vous aimez, et que, enfin, un assistant automatique qui peut vous faire ce genre de recommandations, pourquoi pas? Si on sait à l'avance quels sont vos goûts en matière de fruits et légumes et ce que vous consommez et qu'on vous propose des listes, voire des fruits et légumes qui sont réellement de saison et qui correspondent totalement à vos goûts, et même en trouvant le prix le plus, l'acteur local le plus respectueux de l'environnement, le prix le plus abordable, pourquoi ne pas accepter ce genre de service hyper personnalisé? Donc, il y a un côté dans l'hyper-personnalisation qui permet peut-être de nous enlever cette corvée de devoir tout le temps chercher ce qui nous correspond le mieux. Et donc, on va aller faire moins de trajets, on va aller au plus juste. Et donc, il n'y a pas que du mauvais dans cette hyper-personnalisation. Donc, il y a une manière de revoir le service client grâce, dans le fond, à l'utilisation des données qui peut permettre l'efficacité des contacts humains. Et donc, ça nous permet aussi, nous, de nous concentrer, à passer plus de temps avec ce qu'on aime, à faire toutes ces tâches qui ont une plus forte valeur ajoutée.
Donc, je ne pense pas que le fait d'aller vers l'hyper-personnalisation soit accessible qu'aux grandes sociétés. Aujourd'hui, une petite société, pour autant qu'elle ait une stratégie de données bien pensée et respectueuse de l'utilisateur, devrait pouvoir aussi bénéficier de ces technologies pour être compétitive sur le marché du service à la clientèle. Le dernier point de cette période d'innovation en période de Covid, c'est aussi la nécessité de repenser nos modèles traditionnels dans notre société, nos modèles économiques. Si avant cette crise Covid, on devait déjà, pour les entreprises traditionnelles, s'adapter aux nouvelles formes de concurrence, je dirais, numérique, qui mettent en péril les emplois et les façons de travailler. Aujourd'hui, c'est encore plus le cas et il y a une nécessité absolue de repenser son business et d'arrêter de subir, dans le fond, ces changements systémiques parce que Covid, comme je vous l'ai dit en début de cette conférence, n'est que, dans le fond, la représentation en accéléré de ce qui va arriver dans les années à venir. Prenez Google et Facebook. En moins de 20 ans, ces deux acteurs ont cannibalisé les revenus publicitaires des médias traditionnels parce qu'ils ont réussi à être bien plus performants en termes de ciblage, en termes de permettre à l'utilisateur, à l'annonceur d'atteindre dans le fond son public. Et donc, ils ont raflé toute la publicité, les revenus publicitaires de la presse écrite, etc., etc. Et puis, ça, c'est ce qui s'est passé dans le domaine, je dirais, des médias. Prenez tout ce qui est RegTech. Je ne sais pas si vous savez ce que sont les RegTech ou les LegalTech. Moi qui ai pratiqué comme avocate, ce sont des plateformes qui menacent directement les fiduciaires, les avocats et les notaires. C'est-à-dire que dans l'automatisation, on va pouvoir rechercher de la jurisprudence beaucoup plus rapidement. On va pouvoir avoir des smart contracts, etc., qui sont déjà rédigés et qu'on va pouvoir, dans le fond, très rapidement adapter à nos besoins. Et donc là, on vient se substituer à tous ces prestataires dans le domaine juridique. Je vais vous partager ici. Attendez, alors je vais partager ça. Il faut que je me retrouve dans mes liens. Voilà. Donc c'est un rapport de KPMG qui reprend toutes ces histoires de RegTech et LegalTech et donc qui vous donne un aperçu vraiment de, si vous êtes dans ce domaine-là, de ce qui va se passer dans les années à venir. Ensuite, on a aussi, je vous partage un autre article si ce domaine vous intéresse. Voilà. Les déplacements physiques, aujourd'hui, ils sont réduits. Comme je l'ai dit, il est hyper important de mettre en place dans l'urgence des nouvelles formes d'échange et de communication. Et donc, on voit que dans le fond, on peut aménager autrement la manière de travailler et qu'on va, en augmentant la productivité des employés ou d'une entreprise, si on permet de travailler autrement. Il y a 9 mois, c'était impensable de pouvoir travailler en télétravail. C'était très compliqué. Et aujourd'hui, grâce à cette Covid, on va pouvoir vraiment favoriser de nouvelles formes d'échange et de communication, de nouvelles formes de travailler, et donc aussi un impact sur l'environnement qui n'est pas à négliger. Et donc, je pense que c'est ça, peut-être qu'on le voit, ça se confirme, en très peu de temps, ça s'est confirmé. Il y aura des procédures de travail dans le télétravail et dans le domaine digital qui vont réellement aller en favorisant les employés dans leur performance. Le point qui est très important, et là on ne parle plus de technologie à proprement parler, mais c'est vraiment des valeurs qui guident en fait notre action ou qui guident les choix des dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, les dirigeants qui ont hérité de processus existants lourds du passé ou dans le fond
on essayait de lutter en permanence pour essayer d'aller vers de l'innovation, puis on avait de la peine à le faire parce qu'on était pris par ce poids immense de ces fameuses façons de travailler héritées d'un temps passé. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment l'opportunité dans cette crise, vous l'avez dit Ezekiel dans votre introduction, c'est l'opportunité unique de repenser comment réorganiser en fait nos activités internes et externes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entrepreneuriat va prendre une place de plus en plus importante dans cette ère dans laquelle on vit. Donc pour survivre et prospérer, il ne faut pas juste être réactif à ce qui arrive, mais on peut être créatif et audacieux. Ça veut dire que si demain, et on est sur le point de revivre de nouveau un arrêt de nos activités, si demain tout s'arrête, ou s'il y a une autre crise qui s'enchaîne, il faut qu'on soit prêt à rebondir. Le dirigeant doit être prêt à rebondir, l'individu doit être prêt à rebondir, et cela avec peu de ressources. Et être entrepreneur, ça veut dire quoi? C'est être prêt en toutes circonstances à analyser une situation, à voir quelles sont les opportunités et ensuite à être très agile en proposant des solutions. On l'a vu pendant le confinement, il y a plein de nouvelles offres qui ont émergé de petites entreprises locales. On s'est resserré autour du commerce local et donc vraiment l'entrepreneuriat doit être favorisé même au sein de structures existantes bien établies. Ensuite, la deuxième chose pour favoriser l'émergence de cette innovation, si on a envie vraiment d'aller vers un nouveau système, c'est d'accepter de désapprendre. Parce qu'on est trop, comme j'ai dit, on est trop encore bloqué par ces fameux réflexes hérités du passé et que l'incertitude aujourd'hui qui régit notre monde doit faire qu'en toutes circonstances, on doit oublier peut-être les réflexes du passé et on doit être prêt à regarder ce monde avec un regard neuf. Donc pour ça, il faut pouvoir vraiment faire de ces nouvelles technologies nos alliés. Il ne faut pas en avoir peur, il faut que ces nouvelles technologies deviennent les alliés des entreprises. Et il faut, en tant que futur acteur ou acteur de l'économie, il faut vraiment s'intéresser au potentiel de ces nouvelles technologies et non pas avoir le côté dont on parle tout le temps dans les médias et qui nous fait peur. Comme j'ai dit, c'est l'utilisation de nos données, le fait que ça puisse nous rendre esclaves dans le fond de la technologie, mais voyons le côté positif, toutes les opportunités aujourd'hui à saisir parce qu'on est à une phase de démocratisation de la technologie. Et qui dit démocratisation dit, comme j'ai dit pour les capteurs, les prix des capteurs qui baissent, par exemple, eh bien la technologie aujourd'hui est soit gratuite et mise à disposition, on est sur Zoom aujourd'hui, c'est une technologie qui nous a permis vraiment de pouvoir impossible de faire ce qu'on est en train de faire. En tout cas, pas à un prix abordable. Donc aujourd'hui, désapprendre et voir que ces nouvelles technologies peuvent être nos alliés pour la construction d'un monde nouveau. Et donc, réapprendre, c'est aussi accepter peut-être d'autres modèles économiques. On parle d'un nouveau type de capitalisme. Je partage ici avec vous un article que je vais juste partager avec vous ici. Le mouvement Bicorp, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce mouvement Bicorp, mais c'est de nouvelles sociétés qui s'engagent à exercer leur activité commerciale en respectant des valeurs d'intégration, des valeurs d'inclusion, de durabilité, etc. Donc, c'est vraiment ce mouvement-là qui devient de plus en plus prédominant et qui devrait vraiment permettre de guider les dirigeants vers un nouveau type de capitalisme. Comme j'ai dit, l'approvisionnement local, on se rend compte que dans le fond, cette globalisation, elle nous coûte cher aujourd'hui et qu'on a oublié de prendre soin de tous les acteurs qui sont juste à côté de chez nous. Les investissements éco-responsables, bien évidemment, ont le vent en poupe. Et même certains, comme vous l'avez vu, avant la crise, parlaient de cette décroissance. Donc, prenons cette crise-là comme l'opportunité de repenser un système nouveau. Et je pense que les dirigeants d'entreprise devraient vraiment
profiter de ce temps compliqué pour se poser les bonnes questions. Je partage avec vous encore un article et comme ça, j'aurais partagé, je pense, pratiquement tous les articles que je vais vous partager avec vous ce soir. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vivait sur nos acquis jusqu'au mois de février-mars 2020, même si on voyait qu'il y a eu beaucoup de mouvements de contestation au niveau mondial, on était quand même dans un niveau de confort et qu'on pensait immuable. Et dans un monde hyper connecté, eh bien, on voit que dans le fond, ça va encore plus vite, que les changements sont assez vertigineux et donc qu'il va falloir aujourd'hui intégrer ces changements structurels. Ce n'est pas juste 3 mois, 6 mois, 9 mois de crise Covid, c'est un mouvement qui est en marche et sur du long terme. Et donc, nous devons toutes et tous devenir des leaders responsables, repenser les modèles de demain, comme j'ai dit, des modèles plus inclusifs et respectueux des uns et des autres. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Merci bien. Nous disons merci au docteur Leïla Delarive pour cette présentation très riche et très sourcée. Donc, je pense que ces différents liens seront aussi disponibles dans la présentation de l'enregistrement en différé. Donc, cependant, il y a un participant qui nous signale que le dernier lien ne fonctionne apparemment pas. Ah, le dernier pas, le Dizine. Alors, si, je clique dessus, le tout dernier sur Dizaine, ça fonctionne bien. Il y a pu avoir un... Parfait, parfait. Donc, nous allons entrer dans la phase des questions-réponses et nous avons 3 questions. Et peut-être avant de vous lire ces questions, je voudrais aussi rebondir sur un point que vous avez évoqué. Et ma question sera surtout un peu taquine. Là, vous avez évoqué le projet Amazon Go qui visiblement permettrait aux clients de faire ses courses dans un magasin sans toutefois se frotter à une quelconque présence humaine gênante. Mais justement, je voudrais savoir où se situe le contact humain, le lien humain dans cet univers technologique. Quand on va dans des magasins, il y a ce plaisir d'échanger avec le caissier, il y a ce plaisir d'échanger avec la caissière, il y a ce plaisir de se partager des vannes. Mais est-ce que cet univers technologique-là ne déconstruit pas justement ce lien? Et deuxièmement, toujours en rapport à cette technologisation et algorithmisation de la société et des services, la question qui revient toujours, qu'est-ce qu'on fait de ces travailleurs qui ne pourront pas s'arrimer aux nouvelles exigences, aux nouveaux marchés, aux nouvelles opportunités? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Déjà, je voudrais savoir, dans votre expérience, les chefs d'entreprise que vous rencontrez, est-ce qu'ils se posent cette question relative à la protection du travailleur dans un univers technologique? Et en consultant justement vos travaux, j'ai constaté que nous avons une passion partagée pour l'historien Yuval Harari. Et la dernière fois, je l'avais aussi mentionné, il avait évoqué dans son dernier ouvrage la question de l'inutilité des individus. Dans un univers technologique, il y aura possiblement des personnes qui vont devenir inutiles. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Alors, moi, je pense que... Alors, pour l'histoire de Amazon Go, moi, bien évidemment que c'est un monde dans lequel, quand on vous le décrit, on n'a pas envie d'y vivre. Mais en même temps, est-ce que vous aimez aller au supermarché, faire vos courses? Est-ce que vous trouvez que lorsque vous allez dans le supermarché, les personnes qui sont là pour vous aider ont forcément du plaisir à vous rendre service? Pas toujours. Moi, je pense qu'effectivement, ces modèles ou enfin, ces différentes possibilités qui s'offrent à nous, elles permettraient peut-être de faire rapidement, parce que je ne sais pas qui aime aller faire ses courses au supermarché. Moi, je n'aime pas personnellement aller au supermarché. Par contre, j'adore aller au marché tout court. Et là, effectivement, parler avec les personnes qui, au niveau local, sont là et offrent leurs différents produits, leurs services. Mais je dirais que ces grandes enseignes, aujourd'hui, elles ont complètement déshumanisé déjà l'expérience client. Il n'y a rien de très plaisant à aller chez Hyper U ou je ne sais où et passer du temps. Donc ça, c'est la première chose. Mais plus fondamentalement, effectivement, dans cette nouvelle manière de consommer,
et il va y avoir de la casse parce qu'il y a de très nombreux métiers qui vont passer à la trappe. Et aujourd'hui, les études économiques, que ce soit les McKinsey ou le World Economic Forum, disent que les entreprises qui aujourd'hui investissent dans le reskilling de leurs employés vont nécessairement à long terme gagner en productivité et en bénéfice facteurs humains et économiques à terme. Donc, il est essentiel, mais est-ce qu'on va pouvoir se reposer sur le bon vouloir des entreprises qui vont le faire? Question. C'est pour ça que moi, Ezekiel, je milite pour redonner le pouvoir à l'individu, comme j'ai dit, pour qu'il redevienne entrepreneur et qu'il puisse réellement prendre en main les rênes de sa destinée. Et donc, on va pouvoir toujours s'adapter soit en devenant entrepreneur ou si on n'a pas les capacités d'être entrepreneur, avec l'émergence de nouveaux modèles économiques. On parle énormément d'économie de partage. Et donc, aujourd'hui, eh bien, c'est dans quand je dis repenser le capitalisme, c'est repenser aussi la manière dont on va permettre à des gens qui peut-être n'auront pas plus cet emploi de pouvoir bénéficier d'une autre façon de la possibilité d'investir, parce qu'on parle de démocratisation de la tech, et donc on doit pouvoir aussi parler de démocratisation de l'investissement. Et donc, de rendre tous ces individus auxquels on va enlever le travail responsables en permettant d'entreprendre et d'investir. Et donc, il y a une grande part aujourd'hui qui se joue au niveau de l'éducation. Il faut dès aujourd'hui vraiment, auprès de la jeunesse, s'engager pour permettre d'entrevoir un autre futur des possibles. Et ce futur des possibles, il n'existe pas et on doit l'écrire. Et c'est à vous, la jeunesse, moi je suis entre deux, de le faire. D'accord, merci. Et là, nous avons une question. Quels sont les enjeux de cette technologie virtuelle sur la psychologie humaine? On parle beaucoup d'isolement, le fait, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tout va beaucoup plus vite. Tout va beaucoup plus vite déjà aujourd'hui avec l'accélération de ces technologies. Et en fait, on est sur la manière dont notre cerveau fonctionne. Il est démontré. En fait, notre cerveau primitif n'a pas été conçu pour être confronté à des technologies qui évoluent aussi rapidement. Donc, en fait, il y a une sorte comment dire ça, discrepancy, en fait, une discrépance, on dit ça en français, entre le cerveau primitif et le cortex préfrontal, et qui fait qu'en fait, comme il y a une sorte l'information qui arrive n'arrive pas ensuite à être analysée par le cortex préfrontal, il y a une sorte de stress qui est créé. Donc, effectivement, on vit dans un environnement beaucoup plus stressé au niveau neurocognitif. Et donc, je pense que c'est stressant. Il y a aussi de plus en plus d'applications que vous connaissez qui existent pour faire de la méditation, pour vous obliger à aller faire du sport, etc. Donc, il y a aussi peut-être des nouvelles technologies qui vont nous amener à améliorer notre quotidien par rapport au stress provoqué par le fait d'être confronté en permanence à du contenu, à des informations, etc. Et donc, il faut aussi, c'est à nous d'apprendre à mettre la limite par rapport à l'usage de ces technologies. Et à nouveau, moi, je milite vraiment pour que l'individu comprenne l'impact de ces technologies et décide en connaissance de cause de les utiliser ou de ne pas les utiliser. Et encore une fois, n'oublions pas que nous sommes les consommateurs et les consommateurs le plus grand pouvoir, qui est celui du pouvoir d'achat, de décider de ne pas d'acheter ou de consommer ces technologies. D'accord, parfait. Et là, à la fin de votre intervention, vous avez parlé de la nécessité de se redéfinir un nouveau capitalisme. Et je crois en rapport à ce point, Elie Agip demande si nous pouvons parler d'économie circulaire comme nouveau business model. L'économie circulaire, bien évidemment, c'est très important. On parle d'économie régénératrice. C'est-à-dire que c'est vraiment une économie qui permet de penser les plaies du capitalisme. Et je pense que cette génération, votre génération, la génération qui vient après, est beaucoup plus enclin à aller vers ces nouveaux modèles économiques. De toute façon, on n'aura pas d'autre choix. On ne peut pas continuer comme ça. On voit bien où on en est aujourd'hui. Donc, on est à un moment où, dans le fond, c'est formidable. On est en train de réécrire l'histoire ou écrire l'histoire.
si on nous donne les moyens de le faire en toute sérénité, c'est aujourd'hui, le système ne nous le permet pas. Le système nous stresse. On voit que le système, même s'il y a de plus en plus d'inégalités qui nous semblent évidentes, c'est parce qu'elles sont dénoncées, décriées. Mais si on garde la tête froide et qu'on analyse, il y a une possibilité, il y a des opportunités immenses à saisir dans les 10 années à venir. Et moi, j'en appelle de tout cœur, j'espère vraiment que la jeunesse puisse être éclairée et puisse s'approprier ces opportunités à venir. Parfait, parfait. Et là, Émiline Riou a deux réflexions. Selon elle, tous les principes éthiques ne sont pas respectés par les nouvelles technologies. Entre parenthèses, manipulation, inégalité. Pensez-vous qu'il soit vraiment possible de faire confiance? Deuxièmement, à notre niveau, pouvons-nous avoir l'influence pour que ce soit plus éthique? Oui, alors, non, nous ne pouvons pas faire confiance. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre comment fonctionne cette technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on vit à l'ère quand même d'une certaine transparence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'information circule, donc de plus en plus, on voit qu'on peut dénoncer, lancer des alertes et puis, dans le fond, lutter en engagement citoyen contre les dérives de ces technologies. Mais pour cela, il faut absolument les comprendre. Et le rôle aujourd'hui, c'est de pouvoir créer en fait une passerelle entre ceux qui créent la tech, le monde des législateurs qui ne comprennent absolument rien à ce qui se passe au niveau de ces développements technologiques, les milieux scientifiques. Il faut pouvoir réellement faire en sorte que l'information circule de manière la plus transparente possible. Et c'est pour ça qu'il faut questionner. De plus en plus, quand on vous dit le produit c'est vous, il faut questionner. Il faut questionner et c'est avant toute chose, avant d'utiliser, bah oui, il y a des conditions générales qui font 150 pages. Alors, je ne dis pas qu'il faut lire ces conditions générales, mais il faut au moins essayer de comprendre comment fonctionne une technologie et décider en connaissance de cause si oui ou non on veut l'utiliser. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas... moi, j'ai le plus grand respect pour tous les individus parce que je pense que nous sommes toutes et tous capables de comprendre et de décider en connaissance de cause, pour autant qu'on nous apporte la bonne information. Parfait. C'est ça qui est crucial aujourd'hui. Merci. Pensez-vous qu'il y a un manque d'éducation digitale au sein des établissements scolaires? Elie Agib. Oui, je crois définitivement. Je ne sais pas quelle est la situation en France. Je pense qu'ici, en tout cas en Suisse, on a vraiment un effort important à fournir. En même temps, je pense que les jeunes, ils sont en permanence connectés, etc. Donc, ce n'est pas eux forcément qui sont les moins bien lotis. Mais c'est cette génération entre deux qui n'a pas grandi forcément avec le digital. Je pense que ceux qui sont nés avec le smartphone dans la main, ils s'en sortent quand même assez, peut-être plus facilement. Et c'est la génération entre deux. Et là, il y a vraiment un effort à faire pour accompagner. Parce que le digital n'a pas tenu sa promesse. Le digital nous a fait croire que c'était simple, mais le digital, ce n'est pas simple aujourd'hui. C'est pour ça que moi, dans ce que j'entreprends aujourd'hui avec ma société Amplify, l'idée de démocratiser, c'est que ça doit être le plus simple possible, en fait. Il ne doit pas avoir de barrière à l'utilisation, ni de barrière monétaire, ni de barrière technologique à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Et c'est en ce sens-là qu'il y a des opportunités vraiment à pouvoir saisir à ce niveau. Bonsoir. Oui, on va juste donner la parole à Elie Agib. Il voulait poser une question, donc en direct, on va le laisser intervenir du coup, si c'est possible. Merci beaucoup. Alors, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que moi, quand je pense à éducation digitale au sein des établissements scolaires, moi, par exemple, quand je vois au sein des générations plus jeunes, j'ai l'impression que l'utilisation, ce n'est pas nécessairement le problème. Je dirais que le problème, c'est plus dans la façon d'utiliser ces solutions digitales. Parce qu'à part utiliser Instagram, Facebook et sans citer d'autres, ils ne savent pas nécessairement comment utiliser un PowerPoint, ce genre de choses, même encore Zoom. Et je trouve que c'est un manque d'éducation à cet égard parce qu'ils se limitent à des choses qui restent très, très simples en termes d'approche et de solutions digitales, alors qu'ils pourraient encore aller plus loin à cet égard. Voilà. C'est un commentaire sans en être un. Mais... Non, mais merci pour ce commentaire. Un commentaire qui est bien évidemment partagé. Je ne sais pas si Leïla a quelque chose à dire. Et moi, je pense aussi avec
comme on a parlé de l'enseignement à distance, ça contraint nos écoliers, nos étudiants à, malgré tout, s'habituer à Zoom, à s'habituer à faire des présentations en ligne, etc. Donc, il y a quand même un peu une contrainte à ce niveau-là. Ensuite, moi, je pense que le point crucial, hormis l'utilisation, c'est de garder l'esprit critique face à l'utilisation de ces technologies. Et c'est ça le plus important. C'est-à-dire que ce n'est pas prendre pour établi lorsqu'il y a une nouvelle app. Moi, je suis hallucinée de voir, par exemple, ces trucs où on peut mettre sa tête dans des vidéos, ces deepfakes qui existent aujourd'hui, qui sont de plus en plus accessibles. Les gens vont mettre leur visage partout et après, ils dénoncent le fait que tout d'un coup, il y ait des abus au niveau de la reconnaissance faciale. Donc, si on n'explique pas déjà les enjeux par rapport à la reconnaissance faciale, au fait de mettre son empreinte digitale pour ouvrir son iPhone ou je ne sais quoi, voilà, comment est-ce que vous voulez que les gens sachent? Donc, c'est pour ça que c'est ces enjeux-là qui doivent impérativement être, je dirais, connus du public et pour lesquels on va vraiment donner le réflexe de questionner. Et donc, pour questionner, il faut être curieux. C'est important de stimuler la curiosité du public. Justement. Et je pense que pour ça, quand on parlait de Yuval Noah Harari, moi, je suis convaincue que c'est par le divertissement, l'amusement qu'on va y arriver. Donc, moi, je suis pour faire du divertissement intelligent et pas pour aller en frontal en essayant de bourrer le crâne de connaissances forcément. Au bout d'un moment, le cerveau sature. Donc, développer des formats ludiques pour amener en fait les individus à développer leur esprit critique. Et je crois que c'est aussi une activité qui tient à cœur l'Empowerment Foundation. Oui, nous on agit beaucoup. On fait des pièces de théâtre, des procès fictifs. On va même dans les écoles où les enfants peuvent, dans le cadre de procès de la technologie, plaider pour ou contre différentes applications technologiques. Donc, pour l'instant, on fait le procès de l'intelligence artificielle. Parfait. Bon, merci bien. Là, il est déjà 20h59 et nous sommes censés nous arrêter à 21h. Là, il y a tellement de commentaires. Je crois qu'il serait aussi intéressant d'entrer directement en contact avec Laïla Delarive. Si elle pourrait aussi partager, je ne sais pas, son compte LinkedIn ou oui. Vous voulez que vous le partagez ou vous voulez que je le partage? Ce serait intéressant. Oui. On peut le partager sur la page de l'événement à la fin si vous voulez partager le lien parce que je vais partager les liens également. D'accord. Juste un dernier petit truc, Ezekiel, parce qu'il y avait Émilie aussi qui posait juste une toute dernière question. Comme ça, après, on fait concernant les contacts donc, au supermarché qui ne sont pas toujours agréables, mais ils sont nécessaires pour la santé mentale. Donc, l'isolement est les sources de souffrance. Donc, comment se protéger de cela? Car les réseaux sociaux créent beaucoup de liens virtuels, mais on peut quand même se sentir seul. Oui. Je pense que moi j'ai l'impression. Moi, j'aurais jamais eu l'idée de faire un apéro Zoom. Vous avez certainement dû faire des apéros Zoom, non, pendant le confinement. Je pense que ces histoires de réalité virtuelle, comme je dis, par le fait de pouvoir ressentir, etc., vont développer peut-être de nouvelles solutions où on va pouvoir interagir les uns avec les autres. Mais je ne sais pas, il va falloir réellement repenser tout ça. Et moi, je pense qu'au contraire, plutôt que d'être esclave de ces technologies où on se sent de plus en plus seul, il va falloir repenser, recréer le lien humain dans la vraie vie. Alors, malheureusement, cette maladie ne nous permet pas d'être en lien, mais là, vous voyez, on vient de passer 1 heure où on discute, bon, plus moi que les autres, mais on pourra avoir un débat plus interactif, de repenser ces formes-là aussi, pour se sentir moins seul dans le fond. Facebook, malgré tout, ça a permis beaucoup de personnes du 3e âge de ne plus être isolées, puis d'avoir des contacts avec leurs petits-enfants, leurs enfants, etc. C'est sûr que c'est la surconsommation de ces réseaux qui fait qu'on se sent tout d'un coup, comme je dis, ça provoque un stress sur nos fonctions cognitives. Et c'est ça qu'il faut réussir à bloquer. Enfin, vous avez dû voir ce documentaire Social Dilemma, c'est vraiment... c'est ça qu'il faut essayer de réguler. Et ça, c'est à nous aussi d'être responsables, d'avoir une utilisation responsable. Si vous dites, oui, moi j'ai une voiture, mais je roule qu'à 180 à l'heure, ce n'est pas très responsable. Donc, il va falloir peut-être mettre un certain nombre de règles d'hygiène ou de, je sais pas,
il faut repenser ça pour s'autodiscipliner aussi. Parfait. Merci beaucoup. Bien, merci bien pour cette question. Là, je crois que nous allons nous séparer, mais avant, je tenais à remercier tous les participants, remercier les conférenciers, pardon, et principalement la docteure Leïla Delarive d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et là, je vous annonce la prochaine rencontre qui se tiendra le 10 novembre avec M. Jules Hervé Yimemi. Et là, nous allons interroger la possibilité pour l'Afrique d'avoir son règlement général de protection des données. Dans les jours à venir, nous allons partager l'événement et les invitations. Merci encore au docteur Leïla Delarive et bonne soirée à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci.